Ça y est, l'automne peut enfin commencer. Salut Booktube! Aujourd'hui, comme beaucoup de gens sur la plateforme, je vais faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que, comme tous les ans, ça y est, il revient. Le Pumpkin Autumn Challenge, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un challenge de lecture qui est proposé par Dimose sur sa chaîne YouTube, que je vais mettre juste en description. Et donc le challenge a pour but de lire des livres sur l'ambiance de l'automne, donc on va retrouver tout ce qui va être nature, un petit peu cocon, réconfortant, mais à la fois horreur, Halloween, etc. Tous les ans, Dimose renouvelle beaucoup ce challenge avec toujours des classiques qui restent, mais avec à chaque fois un thème un petit peu particulier, et donc ça permet de renouveler aussi les livres qu'on peut lire dans le challenge. Et celui-ci s'étend de septembre à novembre. Et le but en gros c'est de lire un maximum de livres sur le thème du challenge, c'est hyper bienveillant, c'est super bon enfant, comme dit toujours Guimauve, il n'y a pas de police du challenge, donc on fait ce qu'on peut, comme on veut. C'est juste un moment pour partager des lectures qui nous font plaisir sur le thème et dans l'ambiance de l'automne, parce que c'est une saison qui est quand même hyper agréable, même si pour le moment on la sent pas trop parce qu'il fait encore très chaud et on a encore l'impression d'être en été. Peut-être que lire des livres sur le thème de l'automne nous fera un petit peu plus rentrer dans ce mood automnal. Moi c'est ce que j'espère en tout cas. Et tous les ans, depuis maintenant plusieurs années, je fais des piles à lire sur ce challenge, mais que je ne partage pas forcément. Et donc cette année c'est la première fois que je peux la faire sur cette chaîne, qui vient encore juste de commencer, donc je suis super contente par rapport à ça. Comme je l'ai déjà dit dans le Cocorico Challenge, mon but avec les challenges, c'est de me faire une pile à lire énorme. Je ne lirai pas tout, loin de là. Je ne veux pas forcément lire un livre par menu. En gros, l'idée, c'est de mettre tous les livres de ma pile à lire que j'ai déjà. Donc le but, c'est d'acheter le moins de livres possible pour remplir la palle de ce challenge. Et donc tous les livres qui peuvent correspondre aux catégories et aux mots-clés du challenge, je les fourre un petit peu là-dedans et je vois après au cours du challenge ce que j'ai envie ou non de lire. Et au final, c'est pas très grave. Donc vous allez voir, je mets énormément de livres. Ça peut aussi vous donner des idées à vous. Mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai pour objectif de tous les lire. Loin de là, je pense que je n'ai jamais réussi à lire même la moitié des livres que je me mettais pour un challenge. Et c'est pas grave, honnêtement, je m'en fiche. Je sais très bien que je n'y arriverai pas. C'est juste pour faire quelque chose, pour participer avec tout le monde, pour discuter et pour avoir des choses dans le mood automnal. Et donc ça, c'est super sympa. Et j'essaye de ne pas trop me mettre la pression pour lire parce que ça reste un loisir avant tout. Et donc pour chaque sous-catégorie dans chaque menu, j'ai essayé de mettre des livres anglophones, francophones et des illustrés. Il y a des menus qui sont pour moi plus difficiles que d'autres et des sous-catégories où j'ai vraiment pas grand chose à mettre dedans. Donc voilà, des fois c'est un petit peu moins fourni et à contrario il y a des menus où j'ai pléthore de livres et encore j'ai dû me réfréner, notamment les menus fantasy et SF. Vous savez pourquoi vu que vous êtes sur ma chaîne. Et j'ai aussi bien évidemment essayé d'intégrer les livres que j'avais mis dans ma palle du Cocorico Challenge. Donc si vous avez déjà vu ma palle que je vous remets dans l'affiche juste là, vous pourrez retrouver les mêmes livres évidemment, parce que mon but c'était aussi de combiner les deux, parce que je vais pas faire deux challenges différents. Déjà que je me mets énormément de livres dans chaque challenge, on va pas non plus dupliquer les piles à lire. C'est un petit peu trop compliqué et honnêtement les livres du Cocorico Challenge s'inscrivent parfaitement dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, c'est tout bénef, mais si vous avez déjà vu mon autre vidéo, vous allez retrouver des similitudes, mais des choses en plus parce que j'ai pas mal d'anglophones également. Ensuite, je vais faire également pour chaque sous-catégorie des recommandations, donc des livres que moi personnellement j'ai déjà lus, pour que vous puissiez les ajouter à votre propre palle du Pumpkin Autumn Challenge s'ils vous intéressent. Et donc c'est des livres que je recommande énormément, que j'ai adoré, tous sans exception, donc voilà. C'est toujours une partie très intéressante parce que évidemment comme c'est des livres que j'ai lus et que j'ai aimés, j'ai beaucoup plus de choses à en dire que sur des livres que je n'ai pas encore lus où ça va être assez pauvre en informations. Pour toutes les sous-catégories où je n'ai pas beaucoup de livres à lire, vous pourrez évidemment m'en suggérer en commentaire, et finalement même pour les catégories où j'ai beaucoup de livres à lire, n'hésitez pas à me partager les livres que vous avez lus par exemple pour les prochains Pumpkin Autumn Challenge, ou si vous revenez cette vidéo pendant le pack, vous pouvez évidemment me partager ceux que vous avez beaucoup aimés. Au pire, si je ne les lis pas là, ce sera toujours utile pour les prochains packs, donc ça restera dans un coin de ma mémoire ou alors dans ma pile à lire sur Goodreads, probablement comme ça.
Et voilà, je note au fur et à mesure s'il y a des recommandations évidemment et je les prends en compte, c'est les choses qui m'intéressent beaucoup ou qui m'intéressent moins. Donc vraiment n'hésitez pas. Et ce sera avec plaisir de discuter avec vous de livres que vous avez en commun avec moi dans votre pile à lire ou alors de livres que j'ai dans ma palle et que vous avez déjà lus par exemple. Bon, cette introduction est déjà bien trop longue, beaucoup plus longue que ce que je peux faire d'habitude. Je suis habituée aux introductions assez courtes et du coup on va commencer tout de suite. Le premier menu est un menu classique du challenge et il s'agit du menu automne frissonnant. Donc celui-là, on le voit tous les ans et c'est un classique que j'aime beaucoup parce qu'il correspond parfaitement à la période Halloween, horreur, etc. Et donc je commence avec la première sous-catégorie qui est Ghost Hunt. Donc là, on va parler de fantômes, de possession, d'exorcisme et d'enquête un petit peu paranormale. Guimauve avait plutôt précisé qu'elle ne voulait pas d'histoire de thriller, de crime. Mais bon, je pense que, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de police du challenge. Donc si vous voulez mettre un crime ou un thriller sous le mot enquête, il n'y a pas de souci. J'ai d'ailleurs un petit peu triché avec ce mot-là également parce que j'ai finalement assez peu d'histoires de fantômes. Et le seul en fait que j'ai trouvé, c'est The Ghost of Midnight Lake de Lucy Strange, qui est un livre d'horreur middle grade qui n'a pas été traduit. Mais je suis tombée amoureuse de la couverture, j'avoue, quand il est sorti, il est très bien noté sur Goodreads. On va suivre une jeune fille qui se fait un petit peu virer de la maison de famille à la mort de ses parents et qui se retrouve dans un endroit un petit peu perdu et qui va rencontrer le fantôme du lac qui va l'aider un petit peu à comprendre qui elle est et quelle est un petit peu sa destinée, de ce que j'ai cru en comprendre. Comme je l'ai dit, il est très bien noté sur Goodreads et du coup j'ai très hâte de le découvrir. Ma petite triche du challenge, j'ai mis dans cette sous-catégorie House of Earth and Blood de Sarah J. Maas, donc c'est le premier tome de Crescent City que je n'ai pas encore lu. Il a été traduit sous le même nom aux éditions de Saxius comme je pense beaucoup d'entre vous le savent. Et bon, j'ai un petit peu joué parce que c'est une histoire d'enquête, mais bon, il n'y a pas que ça, c'est une enquête fantasy, paranormal, tout ça, donc c'est pas vraiment une enquête, c'est pas vraiment une histoire de crime, mais il y a quand même une enquête paranormale, donc je pense que ça va aller dans ce challenge et dans cette sous-catégorie. Et enfin, j'ai mis Agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel qui a été publié aux éditions Gulfstream. Pareil, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il s'agit d'agences qui vont étudier sur le paranormal, donc je trouve que ça faisait un petit peu référence aux Ghost Hunters, aux enquêtes sur le paranormal, etc. Donc je trouvais que ça pouvait s'inscrire dans ce challenge et comme il est dans mon Cocorico Challenge, je voulais absolument le mettre dans le pack. Donc voilà, je l'ai mis ici. Je trouve que ça va assez bien. Et franchement, si on peut pas mettre un truc à base de Lovecraft dans le pack, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le mettre. J'ai également plusieurs recommandations et notamment Cassidy Blake qui s'inscrit absolument parfaitement dans cette sous-partie du challenge. Il s'agit d'une série de romans de Victoria Schwab qui ont été traduits aux éditions Lumen, donc sous le nom de Cassidy Blake, et le tome 1 est La chasseuse de fantômes. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'inscrit dans le challenge. Vous allez probablement apprendre à le savoir, mais j'adore Victoria Schwab, il s'agit de mes autrices fétiches que je lis toujours avec beaucoup d'enthousiasme. J'aime vraiment toute sa philosophie et tout ce qu'elle écrit et celui-là ne fait pas exception. On va suivre le personnage de Cassidy qui a 11-12 ans et qui suit ses parents qui vont faire une série télévisée sur les villes les plus hantées du monde et notamment le tome 1 qui se passe à Édimbourg, le tome 2 à Paris et le tome 3 à la Nouvelle-Orléans. Et Cassidy a, il y a quelques années, fait une expérience de mort imminente et donc maintenant elle peut traverser ce qu'on appelle The Veil, je crois que ça a été traduit par le voile en français, et donc passer dans un univers où vivent les fantômes et elle doit un petit peu libérer les fantômes et les renvoyer dans le royaume des morts entre guillemets pour arrêter qu'ils hantent les endroits où ils demeurent, et donc c'est un petit peu son travail entre guillemets de chasseuse de fantômes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est hyper cool, c'est qu'on a une dimension très horrifique, très avec cet univers du voile, mais en même temps plus légère avec son fantôme personnel, entre guillemets, avec son meilleur ami qui est Jake, qui est un fantôme et c'est lui qui l'a sauvé en fait de son expérience de mort imminente. Et d'un autre côté, en plus, on a des histoires de fantômes plus traditionnelles avec les mythes qu'on peut retrouver dans les différentes villes que Cassidy et ses parents visitent, puisque
le rôle de la série télé de ses parents et de présenter les histoires de fantômes très connues. Et donc on apprend plein de trucs sur les histoires de fantômes d'Édimbourg, de Paris, etc. Donc ça vraiment c'est super cool et j'avais beaucoup aimé. Ensuite, pour ne pas trop changer de style, je vais vous recommander The Archived de Victoria Schwab, évidemment. Celui-là pas été traduit, je pense que c'est le dernier Victoria Schwab qui n'est pas traduit. Enfin, il y a The Savage Song, mais qui va être traduit en octobre. J'en reparle juste après parce que, évidemment, ce sera aussi dans mes recommandations. Et donc, The Archived, c'est un de ses plus accessibles, je pense, en anglais. C'est un YA. Dans The Archived, on va suivre Mackenzie, qui est une passeuse. Et en fait, les morts vont dans des étagères comme des livres. Et du coup, il y a plusieurs univers. Donc, il y a l'univers des morts avec les librairies. Donc, chaque livre est en fait une âme, l'histoire d'une personne. Et il y a notre monde réel. Et entre les deux, il y a une sorte d'entre-deux un petit peu. Et Mackenzie peut traverser entre les différents mondes. Et parfois, il y a des morts qui vont s'échapper de la librairie pour essayer de revenir dans le monde réel. Et ça, il ne faut pas. Et le rôle du coup des passeurs, c'est de les renvoyer vers la librairie. Et donc, on va voir un petit peu l'histoire de Mackenzie alors qu'elle vient de déménager dans une nouvelle ville suite à la mort de son petit frère. Et donc c'est toute une histoire de deuil, d'acceptation de soi, de la différence et de relations sociales. Et il y a, je pense, un de mes plus grands book boyfriends parce que Guy Liner est absolument génial, je l'aime énormément. Et donc voilà, si vous voulez un mec ultra mignon, un super book boyfriend, ultra protecteur gentil, mais toujours sassy et intelligent, ben voilà, c'est fait pour vous. Et enfin, dernière recommandation, un peu plus classique, il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman qui a été traduit sous le nom de L'étrange vie de Nobody Owen. Donc Guimauze en avait déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs piles du pack et ça ne fait pas exception, elle en a parlé également dans sa vidéo aujourd'hui. C'est un classique, ça parle d'un jeune enfant humain qui a été abandonné dans un cimetière et qui est élevé par des fantômes, tous les fantômes du cimetière, donc ils se sont un peu mis comme sa famille pour l'élever. Et donc voilà, ça s'inscrit parfaitement dans ce challenge et dans cette sous-partie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, le portrait du mal. Donc il faut lire un livre avec un visage sur la couverture. En premier lieu, j'ai choisi Carisoto is Back de Taylor Jenkins Reid, donc qui est une de mes autrices favorites également. Il vient tout juste de sortir en version originale et donc j'ai envie de le lire aussi vite que possible parce que contrairement à Malibu Rising, tous les avis que j'ai pu lire de personnes en qui j'ai vraiment confiance sont très positifs, donc j'ai vraiment hyper hâte de le découvrir. Et je reviendrai sur Taylor Jenkins Reid juste après. En deuxième, j'ai mis La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc je pense que là ça rentre bien dans le challenge vu qu'il s'agit d'un petit visage. Il s'agit du tome 1 de la série Vampiria, donc qui raconte l'histoire de vampires à la cour de Louis XIV, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est suffisant pour me donner envie de le lire, sachant que j'adore Victor Dixon et que j'ai hâte de découvrir son univers plus fantasy fantastique. Et ensuite j'avais envie de faire un petit jeu de mots avec ce livre, donc vous vous dites mais quoi, mais il n'y a pas de visage? Mais c'est La princesse au visage de nuit et donc il y a un visage sur la couverture vu que c'est écrit visage sur la couverture. Voilà, j'ai pensé directement à ce livre pour cette catégorie, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et comme j'ai un humour de merde, eh ben je l'ai mis là. Donc il s'agit de La princesse au visage de nuit de David Brie, qui est un roman dont je ne connais pas grand chose, mais c'est une ambiance apparemment qui est absolument incroyable. Et c'est David Brie que j'aime beaucoup, donc j'ai envie de le découvrir, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ensuite, comme illustré, j'ai mis un roman graphique. Il s'agit de Speak de Emily Carroll. C'est une adaptation en roman graphique du roman de Laurie Halse Anderson et c'est un roman graphique où on va parler de viol et des conséquences du viol sur une jeune femme. Comme recommandation, je peux vous parler de Wonder de R.J. Palacio où on va suivre le jeune Augie qui a 10-11 ans je pense, qui a une maladie avec une malformation au niveau du visage qui a nécessité de nombreuses chirurgies esthétiques, mais il n'est toujours pas comme les autres enfants, il n'a toujours pas un visage dit normal. Il a toujours été scolarisé à la maison à cause de tout ça, plus les hospitalisations, etc., qui ne lui permettaient pas de suivre une scolarité normale, et là il va commencer à aller à l'école normale. Et donc on va voir un petit peu tout ce discours sur le regard des autres et sur l'acceptation de la différence.
Ensuite, je peux vous reparler de The Archived de Victoria Schwab, parce qu'on ne parle jamais assez de Victoria Schwab, et si vous avez mis Cassidy Blake dans le premier sous-menu, vous pouvez mettre The Archived ici. Comme ça, voilà, tout s'arrange. Ensuite, un plus classique en roman graphique, on peut parler de V pour Vendetta qui a été écrit par Alan Moore et dessiné par David Lloyd. Ouais, je n'ai pas forcément énormément besoin de résumer l'histoire de V pour Vendetta, mais ça va être une histoire de révolte et de révolution. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper bien scénarisé, c'est très connu. Et voilà, si vous n'avez jamais lu le roman graphique mais que vous avez seulement vu le film, ça peut être l'occasion de le mettre ici. Ensuite, une série de mangas. Il s'agit de Pluto de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. Donc c'est une histoire qui se base sur le manga Astro Boy de Tezuka, avec une histoire un petit peu plus policière, un petit peu plus d'enquête, parce qu'il y a certains êtres surhumains comme Astro Boy qui vont se faire tuer un par un et on doit essayer de comprendre pourquoi et quel est le but des meurtriers, avec beaucoup de dénonciations sur la guerre, sur la puissance militaire que les pays peuvent avoir. Ouais, c'est très intéressant, c'est un manga qui est terminé en 7 tomes. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu Astro Boy ou d'avoir quelconque notion de ce qu'est Astro Boy pour bien comprendre, donc voilà. Tous les tomes sont comme ça, donc avec un visage sur la couverture avec à chaque fois un personnage différent. Donc voilà, ça s'inscrit parfaitement dans ce sous-menu. Ensuite, le dernier sous-menu de cette catégorie, les Sakuma Drops au milieu des lucioles. Et pour ce sous-menu, on va avoir les mots-clés historique, drame, biographie et frères et sœurs. Et pour ce sous-menu, j'ai choisi de mettre Pachinko de Min Jin Lee, qui a été traduit sous le même nom. Et il s'agit d'un roman historique qui se passe en 1930 chez une femme coréenne qui se retrouve enceinte d'un étranger et qui va donc décider de s'exiler au Japon, et on va voir un petit peu l'histoire de cet exil. J'en ai entendu énormément de bien. J'ai hyper hâte de le lire depuis très longtemps et donc c'est vraiment l'occasion pour moi de le lire. Ensuite, encore un roman sur la Corée et sur l'Asie. Il s'agit de Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-ju. J'espère que je le prononce bien. Je suis pas experte en coréen, j'avoue. Mais on va suivre du coup le personnage de Kim Ji-young et du coup c'est le prénom le plus commun donné en Corée à cette époque. Et du coup c'est toute une dénonciation de la société coréenne avec tout un discours sur le sexisme qui sévit à cette époque et encore maintenant dans la société coréenne. J'en ai entendu beaucoup de bien, une amie me l'a fortement recommandé. Salut Morgane si tu passes par là. Et donc je suis très intéressée par ce texte qui est quand même assez court, donc assez facile à lire. Il fait 150 pages, donc voilà, ça va se lire très rapidement et ça a l'air super intéressant. Dans cette sous-catégorie, j'ai beaucoup joué sur le côté biographique, où ça pourrait être une biographie un petit peu fictive. J'ai pas choisi de mémoire, j'arrive pas bien à lire de la non-fiction, c'est pas quelque chose qui me transporte, et donc voilà. Je me suis dit, c'est un peu une biographie, c'est un peu de l'historique quand même. Bon, je me suis dit que ça passait et que ça rentrait dans ce thème. Ensuite, pour le côté historique, je vous présente Orgueil et Préjugés de Jane Austen, que je vais lire d'ailleurs en septembre en lecture commune avec Plop, si tout va bien. Et du coup, je vous présente la version des magnifiques Tiber Éditions, qui sont donc des éditions classiques illustrées, donc avec pas mal de très jolies illustrations. Bon là, j'en ai pas trouvé, évidemment. Le texte est agrémenté de ce genre d'illustrations avec pas mal de couleurs et tout ça. Voilà, j'adore les éditions Tiber, ils font toujours des campagnes Ulule où je participe à chaque fois et je sais que je ne suis pas la seule. Encore coucou Morgane si tu repasses, enfin si tu es restée plutôt. Donc voilà, c'est illustré par Margot Motin et j'adore cette version des Orgueils et Préjugés. Et donc c'est la première fois que je lis ce roman, honte à moi je sais, mais voilà, il est grand temps qu'il sorte de ma pile à lire et donc c'est parfaitement l'occasion. Et encore une fois, pour faire une petite blague entre guillemets, j'ai choisi de mettre Forbidden de Tabitha Suzuma pour le côté frère et sœur, parce qu'il s'agit d'une relation amoureuse entre un frère et une sœur. Voilà, je me suis dit que c'était assez ironique de le mettre dans celui-là et je me suis sentie obligée du coup de le mettre. Pour cette sous-catégorie, j'ai pas mal de recommandations à vous faire. Et notamment pour le côté historique, je peux vous parler de The Nightingale de Christine Hanna, qui a été traduit sous le nom de Le Chant du Rossignol.
qui est un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, mais que j'ai trouvé absolument magnifique. Il s'inscrit également parfaitement dans la catégorie frères et sœurs, parce qu'on va suivre deux sœurs françaises au temps de la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation. Et en fait, c'est vraiment deux sœurs qui sont radicalement différentes dans leur gestion de la guerre. Il y en a une qui va être complètement opposée aux Allemands, qui va participer à la résistance, qui va faire énormément d'opérations pour lutter contre les Allemands, et il y en a une deuxième qui va être beaucoup plus passive, qui va accepter les choses, qui n'est pas compris par la première, mais qui finalement va aussi devoir vivre et devoir subir cette Seconde Guerre mondiale, et notamment pour sa fille qu'elle ne veut pas mettre en péril. On a vraiment le destin de ces deux sœurs qui ont des façons radicalement opposées d'appréhender cette guerre et cette occupation, qui sont en désaccord fondamental avec la gestion de l'autre, mais qui finalement vont faire beaucoup de bien autour d'elle et vont aussi beaucoup souffrir. C'est un roman qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a déchirée. J'ai trouvé que c'était une très bonne histoire sur la Seconde Guerre mondiale, qui renouvelle un petit peu le genre, qui a été maintes et maintes fois mis en roman, et j'ai trouvé ça très très bon. Toujours en historique, je veux vous parler de Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco, qui a été traduit par Whitechapel aux éditions Milan dans leur collection Autopsie. Je trouve que la couverture française est absolument immonde, enfin vraiment je la déteste. Et autant je l'avais vu pas mal sur le booktube anglophone il y a quelques années, autant j'ai été hyper surprise de voir qu'il avait été traduit. Je pensais pas du tout qu'il avait été traduit. Mais en gros, on va suivre Audrey Rose, qui est une jeune femme de la bourgeoisie anglaise au moment des crimes de Jack the Ripper. Et elle est une jeune fille qui est très intéressée par les autopsies et tout ce qui va être études médicales et de médecine légale. Et donc elle va se passionner par les meurtres de Jack the Ripper, et donc va essayer de trouver un petit peu quelle est la personne qui est responsable de ces meurtres. C'est une série YA et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le ton qui était donné au récit, et j'ai beaucoup aimé la relation qui se tisse entre Audrey Rose et Thomas, qui est également très féru de crime et qui est pas le protagoniste masculin lambda. Il change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve que la relation amoureuse qui va se tisser entre les deux est très mignonne et très agréable à lire. Donc voilà, je vous le recommande. Et petit point bonus, je les ai écoutés en audio et la narratrice avait une super voix, j'ai adoré, avec un accent british à couper au couteau. Et il y avait également beaucoup de musique, donc entre les différents chapitres comme ça se fait des fois, mais également au moment du récit, en fait ça va être des musiques d'ambiance qui rendent la situation plus anxiogène. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa et ça change un petit peu, donc pourquoi pas en audio, ça pourra valider la catégorie en dessous aussi. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien un petit peu tricher sur le côté biographie et biographie fictive. Et donc pour des biographies fictives qui paraissent réelles, qui de mieux que Taylor Jenkins Reid? Et donc je vous recommande vivement les 7 maris de Evelyn Hugo ou Daisy Jones and the Six, qui sont tous les deux des romans sur une femme et sa relation avec la célébrité, avec les hommes, avec les femmes qui sont d'une richesse et d'un vraisemblable que je trouve incroyable. J'ai rarement vu des personnages aussi réalistes que les personnages de Taylor Jenkins Reid, et c'est pour ça que je vous dis que c'est presque une biographie. On a l'impression que ces personnages existent vraiment. Limite à la fin, je voulais aller voir les films de Evelyn Hugo en me disant que peut-être je l'avais loupé et qu'elle existait vraiment, que c'était vraiment son histoire. Enfin, voilà. C'est vraiment hyper réaliste, hyper bien fait. Taylor Jenkins Reid est une maîtresse en la matière. J'adore tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'était un premier menu qui est déjà bien chargé, mais je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire, et donc je vais enchaîner avec le deuxième menu. Donc pour ce second menu, qui est le menu Automne de l'étrange, donc c'est le menu central et le menu original un petit peu de cette édition. Et on a la première sous-catégorie qui est les mystérieux habitants de Pottsville, qui est le classique avec les mots-clés automne, Halloween et Samhain, qui m'embête tous les ans parce que je n'ai aucun livre qui se passe pendant Halloween et sur le thème de l'automne. Je n'en ai aucun. C'est très relou parce que évidemment c'est un thème qu'il est obligé d'aborder, c'est un thème qu'on est obligé d'avoir, mais qu'est-ce qu'il me saoule tous les ans pour trouver des trucs dedans. Donc j'ai quasiment rien à vous présenter. J'ai mis, comme tous les ans et que je n'ai toujours pas lu, Small Spaces de Catherine Arden,
qui a été traduit chez PKJ sous le nom de Terror à Smoke Hollow. Donc Small Spaces, c'est une saga en 4 tomes et chacun des tomes représente une saison de l'année. C'est une saga d'horreur middle grade et donc le tome 1 est à propos de l'automne. Donc je trouve que ça colle toujours très bien à cette sous-catégorie et heureusement que je ne le lis jamais parce que du coup ça me fait toujours un livre à mettre dans cette sous-catégorie. Pour le deuxième, on part déjà un petit peu plus loin car j'ai mis Pax de Sarah Pennypacker et je trouve que avec le renard, les couvertures un petit peu orangées, voilà, tout ça fait très automnal, donc je l'ai mis là parce que ça passe. Et la seule recommandation que j'ai pour ce menu et cette sous-catégorie, il s'agit de Pumpkinheads de Rainbow Rowell, qui est un roman graphique feel good de romance et qui se passe vers la période d'Halloween. Donc il y a plein de citrouilles, etc. Donc c'est parfait pour cette sous-catégorie notamment. Et je l'avais beaucoup aimé, c'est très mignon et c'est du Rainbow Rowell, donc vous pouvez jamais mal faire avec du Rainbow Rowell. Ensuite, le deuxième, la cueillette des champignons. Donc pour ça, on va avoir les mots-clés forêt, récolte, petit peuple et poison. Pour ça, j'ai choisi de mettre Hybride, le tome 1, donc La levée du voile, qui a été écrit par Gwendoline Vervel et publié chez Scrinéo. Donc on va être sur une histoire de druide avec une jeune fille qui se découvre druide. Et pour moi, les druides, ça fait vraiment référence à la forêt avec beaucoup de récoltes. Donc je trouvais qu'il s'inscrivait bien dans ce thème et franchement, vu la couverture, je trouve que la forêt, les champignons et tout, on est plutôt pas mal dedans, donc je trouve que ça passait assez bien. Ensuite en VO, j'ai mis Some Kind of Happiness de Claire Legrand, qui n'a pas été traduit. Il s'agit d'un livre de middle grade où une jeune fille se retrouve chez ses grands-parents pour les vacances d'été. Elle a beaucoup de problèmes psychologiques et psychiatriques et elle se réfugie un petit peu dans une forêt imaginaire et fantastique et elle va découvrir que derrière la maison de ses grands-parents il y a des bois un peu infinis et elle va réaliser que peut-être que la forêt imaginaire n'est peut-être pas si imaginaire que ça. Donc voilà, forêt, là on est pile dedans. Finalement pour les illustrés et pour les mangas notamment, c'était plus facile de trouver quoi mettre dans cette sous-catégorie et j'ai notamment mis Somalie et l'esprit de la forêt qui a été écrit par Yako Gureishi. Le titre me fait penser à une ambiance hyper cool, hyper cocon et donc voilà, j'avais vraiment hyper envie de le découvrir. Avec cette sous-catégorie de forêt, je trouve que c'est absolument parfait. J'ai les 2 premiers tomes chez moi donc il faudra voir ce que ça donne. Pour la catégorie petit peuple, j'ai choisi Minuscule de Takuto Kashiki. Il s'agit du premier tome que j'avais eu en occasion d'ailleurs et il y a 9 tomes qui sont actuellement parus et c'est une série qui est encore en cours. Et enfin, je vais continuer les carnets de l'apothicaire, un storyboard de Itsuki Nanao et un dessin de Neko Kurage. Et il y a également le light novel qui est paru en traduction fin du mois d'août chez Lumen. Je ne vais pas vous représenter les carnets de l'apothicaire parce que cette vidéo va être déjà bien trop longue. Mais du coup, c'est le tome 2, ça s'inscrit plus dans la dimension poison parce que voilà, apothicaire, remède, poison, on est bien dedans. Et du coup forcément je peux vous recommander le tome 1, j'adore le style graphique. Donc, et ça vous verrez que j'en parle dans ma vidéo dernière lecture d'illustré qui va paraître la semaine prochaine. Et je vous montre notamment tout ce que j'adore au plan du style graphique dans ce manga parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 qui est absolument, je trouve, magnifique avec des personnages intéressants et une ambiance innovante sur le palais impérial, ce que j'ai trouvé hyper cool. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ma vidéo du coup où j'en parle un petit peu plus longuement. Comme autre recommandation, je peux vous recommander le tome 1 du Pacte des Mares Sombres Elana, donc par Pierre Bottero. C'était une évidence pour moi quand j'entends parler de petits peuples, évidemment je pense aux petits et qui sont un peuple qui vont vivre dans la forêt et ce sont eux qui ont recueilli le personnage de Elana alors que ses parents sont morts et c'est eux qui vont un petit peu l'introduire à la vie et la faire grandir jusqu'à la fin de son enfance, presque le début de l'adolescence, jusqu'à ce qu'elle puisse rejoindre le monde des humains pour voir un petit peu qui elle est réellement et d'autres personnes de son espèce vu qu'elle n'est pas de l'espèce des petits. Et je pense que si vous avez lu les Pierre Bottero, vous savez pourquoi j'aime autant ces romans. C'est vraiment des textes qui ont forgé
la personne que je suis à l'heure actuelle, c'est ceux qui m'ont donné envie d'écrire, qui m'ont donné l'amour pour les mots. Et vraiment, Pierre Bottero a eu un impact dans ma vie qui est absolument incroyable, et en particulier le Pacte des Marchands. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous encourage énormément à découvrir ce texte qui est d'une poésie, d'une maturité, d'une beauté qui sont incroyables. On va avoir un récit d'apprentissage, un récit où on va grandir en même temps qu'Elana, peu importe l'âge auquel vous pouvez le découvrir. J'ai découvert à 13-14 ans et ça a changé ma vie, mais je pense que je le relirai maintenant, ce que je vais probablement faire à un moment. J'en tirerai d'autres choses. Ça fait partie de ces textes où, peu importe à quel moment où on le lit de notre vie, on peut en tirer quelque chose. Et vraiment, la poésie dans ces textes est incroyable. J'en ai pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, mais Pierre Bottero est mon auteur préféré, je pense. Que ça restera comme ça pendant très très longtemps. Donc voilà, vraiment lisez Le Pacte des Marchands, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de ma vie, un de mes livres préférés et qui restera comme ça à jamais, je pense. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de In the Dark I Hear a Call. Donc pour ça, je me suis vraiment concentrée sur les mots-clés Dark Fantasy, quête, pouvoir et destinée. Et du coup, en Dark Fantasy, que mettre d'autre que le tome 3 de la saga de Poppy War. Donc il s'agit de The Burning God de O.F. Kwang, dont j'ai déjà parlé du coup dans ma vidéo dédiée à The Poppy War, le tome 1, donc la guerre du pavot, que je vous mets juste ici. Il y a une partie no spoil en première partie si vous voulez en entendre un petit peu plus parler. Et du coup, le tome 2 dont je vais parler également dans ma vidéo dernière lecture qui est parue tout récemment, donc vous pouvez aller aussi jeter un œil. Donc dans The Poppy War, pour faire très rapide, donc c'est un roman de dark fantasy où on va parler surtout de guerre et de l'horreur de la guerre, avec une inspiration sur l'histoire et sur la mythologie chinoise, avec un univers de chaman, et on va vraiment se baser sur la vraie histoire de la Chine et notamment sur les invasions et la guerre sino-japonaise au XXe siècle. Et donc ça, c'est hyper intéressant de voir tout ça et de voir le réalisme qui vient marquer ces textes pourtant de fantasy et de dark fantasy. Énormément de trigger warning, si vous n'aimez pas tout ce qui est sanglant, tout ce qui est violent, n'y allez pas. Et aussi trigger warning pour la consommation de drogue, ou voilà. Un autre texte de dark fantasy que j'ai énormément envie de lire, il s'agit de The Blade Itself de Joe Abercrombie. Donc c'est le premier tome de La Première Loi qui a été traduit par Premier Sang, qui est publié chez Brajlon. Donc voilà, pareil, c'est de la dark fantasy. Joe Abercrombie est un des auteurs qui fait les trucs les plus dark, je crois, de ce que j'ai entendu. Donc voilà, plein de sang, plein de violence, plein de complots politiques et plein d'horreur. Voilà, vous êtes prévenus. Plus sur l'ambiance, pouvoir et quête, on va avoir Le Sang de la Cité, donc le tome 1 de Capitale du Sud par Guillaume Chamanadian, dont j'ai entendu énormément de bien et dont je ne connais finalement pas grand chose. Je ne vais pas pouvoir beaucoup plus vous en parler, mais il a l'air très bien et j'en ai entendu énormément de choses positives. En illustré, j'ai choisi Tokyo Ghoul de Sui Ishida, qui est donc une série de mangas bien connue avec une série complète en une dizaine de tomes, il me semble. Comme recommandation, je peux évidemment du coup vous parler du tome 1 de The Poppy War, mais je ne vais pas en reparler plus. Lisez-le, c'est trop bien. C'est incroyable, vous allez rester sur le cul. Et ensuite, je peux vous parler de le premier de Nadia Coste. Il s'agit d'une réécriture du mythe du vampire et du loup-garou avec l'apparition du premier vampire et du premier loup-garou. C'est une histoire de vengeance et il y a beaucoup de scènes graphiques de sang, de violence, tout ça, voilà. Donc c'est plus de la dark fantasy. Et enfin, une autre recommandation, donc comme quête et pouvoir notamment, et il s'agit de Vicious de V.E. Schwab. Donc là j'ai la version traduite aux éditions Lumen, que j'ai acheté d'ailleurs pour mon copain pour le forcer à le lire parce qu'il lit pas en VO. Moi je les ai lus en VO, mais du coup j'ai la version VF également. C'est l'histoire de Eli et Victor, qui sont deux étudiants à l'université qui vont faire leur projet de fin d'études sur les expériences de mort imminente, et du coup ils vont essayer de comprendre ces expériences de mort imminente et ce qu'elles entraînent chez les personnes, et notamment des personnes avec des pouvoirs, en faisant l'hypothèse que ces expériences de mort imminente pouvaient nous donner des pouvoirs. Et donc on va voir un petit peu cette quête de pouvoir par ces deux étudiants. C'est un livre horrible où tout le monde est un connard globalement, mais c'est hyper bien. Comme tous les livres de Victoria Schwab de toute façon. Ensuite, on a la dernière sous-catégorie de ce menu. Il s'agit de Soit Vent, Rêve, Centre et Néant
soit nuit, noir, âme et souhait, avec les mots-clés conte, gothique, macabre, sorcière, disparition et sauvetage. Et pour ça, j'ai mis Coraline de Neil Gaiman, donc une jeune fille qui doit sauver des enfants qui se sont fait enlever dans un univers un petit peu parallèle. Pour le côté gothique, j'ai pris le classique Dracula de Bram Stoker, donc encore une fois aux éditions Tiber. Donc cette fois-ci, il est illustré par Livia Caruso. Comme à chaque fois, je mets Dracula dans mon pack. Cette fois-ci, j'aimerais bien le lire en profitant de la réception de celui-là. Ensuite, sur le thème des sorciers, j'ai mis 2 sagas de manga. Il s'agit de Le Livre des sorcières de Ebishi Maki. Il s'agit d'une saga de manga en 3 tomes qui est terminée, donc j'aimerais bien lire les 3. Et également L'Éden des sorcières de Yumeji, qui a également 3 tomes qui sont parus, mais une série qui est encore en cours. Et en manga, pour le côté macabre, j'ai également choisi de mettre Spiral de Junji Ito, qui est une des références du manga horrifique et d'horreur japonais et qui est absolument horrible et terrifiant d'après ce que j'en ai lu. Donc je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Comme recommandation, je peux vous parler de A Monster Calls de Patrick Ness, qui est un roman illustré, un mélange un petit peu entre l'ambiance du conte et du macabre, où un jeune garçon doit s'occuper de sa mère qui est atteinte d'un cancer et va probablement bientôt décéder. Et donc c'est évidemment très difficile pour lui, et donc il est visité par un monstre toutes les nuits qui va lui raconter des histoires pour essayer de le faire grandir et de le faire mûrir par rapport à ça. Même si c'est pas un classique, je trouve qu'on a vraiment cette dimension du conte initiatique avec un message et avec un côté un petit peu fantasmagorique et allégorique du monstre, et je trouve que du coup on se rapproche vraiment du conte et ça a un petit peu cette ambiance là. Ensuite, pour changer, je vais vous recommander un Victoria Schwab et je vais vous recommander Galante, qui est sorti en traduction chez Lumen, toujours comme tous les romans de Victoria Schwab. Et donc on est vraiment dans cette ambiance un petit peu glauque, macabre, de disparition. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va être accueillie dans une maison par une famille qu'elle ne connaît pas et qui se dit être de sa famille, et elle va retracer l'histoire de sa mère et en même temps l'histoire de cette maison qui tombe un petit peu en ruine et qui a au fond du jardin un mur avec une porte qui ne mène nulle part, et elle va petit à petit découvrir qu'elle mène vers une version complètement distordue, complètement maléfique et glauque de la maison qu'elle connaît. En recommandation de illustré, je peux vous parler de L'Enfant et le Maudit par Nagabe, qui est une série de mangas qui est complète en 11 tomes, et il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui a été élevée par un maudit, donc c'est cette créature juste là. Et donc on est vraiment sur un petit peu le glauque, le macabre. Et enfin, un petit peu plus léger, mais qui convient à cette sous-catégorie par la dimension sorcier, je vous parle de L'Atelier des sorciers, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, par Kamome Shiharama, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai un petit peu interrompu ma lecture de cette saga en attendant que plus de tomes sortent, mais c'est hyper mignon, c'est hyper chill, c'est hyper bienveillant. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. On voit de l'apprentissage de la magie, avec une magie qui est très théorisée, avec des relations entre enfants qui sont absolument magnifiques et un petit peu d'humour. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série et je vous la recommande. Ensuite, on va passer au troisième menu qui est aussi un classique de ce challenge. Il s'agit du menu automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie de citrouilles valent mieux qu'une, donc il s'agit de lire une duologie. Pour ça que je vous avoue que j'ai tapé sur internet Best Duologies, donc j'ai trouvé que des trucs en VO, j'ai pas trouvé de francophones qui étaient de duologie de façon évidente dans ce que j'avais en tout cas dans ma palle. Je me suis pas trop pris la tête pour le moment. Et j'ai choisi These Violent Delights de Chloe Gang, qui ont été traduits sous le même titre, et We Hunt the Flame de Hafsa Faisal, donc qui va être traduit fin septembre. Il sort le 29 septembre sous le nom de Les Sables d'Ariawa et c'est le tome 1. J'ai également trouvé un illustré et un manga, ce qui en 2 tomes est assez peu commun, et donc je veux lire la duologie Abara de Tsutomu Nihei. En plus, c'est assez glauque quand même, et donc ça va très bien s'intégrer dans le challenge du pack et dans la dimension horreur, donc voilà. Si vous voulez un manga très court et très accessible, je vous recommande Abara, qui est hyper bien noté. Ensuite, dans mes recommandations, je vais faire pour le moment sur du assez classique avec Six of Crows et King of Scars de Lee Bardugo. Donc je pense que vous connaissez un petit peu, il s'agit de
saga dans le monde du Grishaverse. Et pour Six of Crows, vous n'avez pas besoin d'avoir lu la trilogie Grisha, mais pour King of Scars, il faut avoir lu la trilogie car ça se passe directement après. Je vais vous parler un petit peu brièvement de Six of Crows où on va suivre un groupe de 6 personnages qui vont devoir voler quelque chose au sein d'une des cités les mieux protégées de leur univers, et donc on va suivre un petit peu alors qu'ils élaborent le plan et quand ils vont réaliser ce vol. C'est vraiment des relations de personnages qui sont hyper intéressantes. Vraiment, j'ai adoré ce roman comme beaucoup et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo du pack, je vais vous recommander un Victoria Schwab avec This Savage Song, qui est une dialogie, et c'est parfait puisque la traduction du tome 1 sort le 13 octobre chez Lumen, donc c'est l'occasion parfaite pour encore une fois mettre un Victoria Schwab dans votre palle. Là, si vous n'arrivez pas à en mettre un, vu tout ce que je vous ai recommandé dans les sous-parties, franchement vous faites pas d'efforts, hein. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de la maison Sangster, et donc pour ça il y a les thèmes humour, livre audio et podcast. Je vous avoue que côté livre audio, j'ai mis uniquement mon livre audio actuel. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Et après pour le côté plutôt humour, j'ai pris Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice. Bon, j'adore les chroniques de Guillaume Meurice, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me dis que ça peut être sympa à lire et ça peut être très drôle, donc voilà. Et j'ai également mis Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ové de Frédéric Backman, donc qui est l'histoire d'un vieux monsieur qui a tenté plusieurs fois de se suicider et qui va un petit peu redécouvrir la vie au contact des gens qu'il va rencontrer, même s'il est très râleur, très blasé et très taciturne, et apparemment c'est hyper drôle malgré les sujets assez difficiles qui sont abordés. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce texte. J'ai lu beaucoup de livres de Frédéric Backman que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vais le découvrir et en espérant que ça me plaise. J'ai également prévu de continuer la série Mashle de Hajime Komoto, donc dont je vais vous parler également dans mon prochain update lecture manga. Donc il s'agit un petit peu d'une parodie d'Harry Potter, entre guillemets, notamment pour le premier tome, avec beaucoup de choses qui reprennent tous les codes et beaucoup de moments même de Harry Potter, et qui les retournent un petit peu pour en faire quelque chose de très drôle. On va suivre l'histoire de Mash qui vit dans un monde où tout le monde a de la magie mais pas lui, et il va compenser son absence de la magie par une force surhumaine, et donc il y a énormément de situations improbables. C'est vraiment un manga très drôle, et donc voilà, je vais continuer cette histoire pour ce sous-menu et je ne peux que vous encourager vous-même à la découvrir dans cette catégorie. J'ai également pour le côté humour Plus qu'hier, moins que demain de Fab Caro. Donc j'adore toutes les BD de Fab Caro et je ne peux que vous recommander également de les lire si vous aimez tout ce qui est BD légère, improbable, avec beaucoup d'humour absurde. C'est toujours hyper drôle. Et dans les précédentes de Fab Caro, j'avais adoré Et si l'amour s'était aimé et Zai 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 Zai, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des choses où je ris énormément, donc ça va parfaitement. Et franchement, si vous voulez des lectures très rapides, très sympathiques et qui passent toujours hyper bien, Fab Caro, vous pouvez pas mal faire avec du Fab Caro. J'ai d'autres petites recommandations à vous faire et il s'agit de Hyperbole and a Half de Ali Broche, qui a été traduit par Hyperbole aux éditions Les Arènes. Il s'agit d'un mélange un petit peu entre le roman, la biographie et le roman graphique qui est hyper drôle. Honnêtement, j'ai rarement autant ri en lisant un livre, c'est vraiment absolument génial. Ali Broche va raconter des épisodes de sa vie, des choses un petit peu difficiles, mais aussi les histoires de ses chiens qui sont improbables, avec un chien qui est complètement stupide, ou l'histoire où elle s'est fait emprisonner dans sa maison avec une oie. Il y a plein de situations improbables qui sont écrites avec un humour qui est incroyable. C'est hyper facile à lire en anglais, en plus il y a plein d'illustrations, plein de dessins. Les dessins ont aussi cette ambiance un petit peu enfantine, enfin très enfantine même, c'est vraiment pas les meilleurs dessins que vous allez voir. C'est d'ailleurs une des choses qui sont devenues un mème. Je sais pas si vous connaissez le mème de Do All the Things avec le ballet, ça vient de cette BD en fait. Vraiment, si vous voulez rire, si vous voulez même pleurer de rire, je crois que j'en étais venue à ce point là, vraiment ce livre est absolument génial. Et tout aussi léger, tout aussi drôle, je vous recommande les Sarah Scribbles de Sarah Anderson. Pareil, je vais vous mettre un petit extrait juste là pour que vous voyez, parce que je pense que vous en avez forcément vu passer. Elle a fait 4 recueils de petites histoires maintenant. C'est plein d'histoires drôles, de visions drôles de l'anxiété, du côté asocial, d'être à fond dans certains trucs, enfin voilà, c'est hyper relatable et j'adore.
La dernière sous-catégorie de ce menu, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Pour ça, on va parler nourriture, plaisir, enfance, famille et transmission. Pour ça, j'ai mis Daughter of the Moon Goddess de Soo Tan. Donc il n'a pas été traduit en français et on va suivre l'histoire d'une fille du coup qui est la fille de la déesse de la lune et qui va devoir sauver sa mère et retrouver sa mère avec la notion de transmission de ses pouvoirs. Donc il y a toute cette notion de transmission de pouvoir et de famille également. J'avoue, j'ai fait un petit peu le même parallèle que pour le Cocorico Challenge et j'ai mis Sous les sabots des dieux de Céline Chevet. Donc c'est vrai, j'ai commencé à tricher parce que j'ai déjà commencé ce livre, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, pour ça, on va parler de transmission avec une jeune fille qui va devenir la grande prêtresse et la référente pour donner un petit peu la voix des dieux à la famille royale en Corée. Et donc il y a toute cette notion de décision pour la famille royale et aussi cette notion de transmission avec sa mère qui va lui passer tous les savoirs qu'elle a acquis pour faire d'elle une prêtresse qui va survivre principalement. Ensuite, j'avoue que je voulais mettre ce livre dans le challenge mais que je n'ai pas trouvé autre part et que du coup j'ai un petit peu tordu les mots. Et pour le thème plaisir, je vais vous parler de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Donc il s'agit d'une romantaisie, donc je pense que du plaisir il y en aura. Il y aura des scènes de sexe, donc il va y avoir du plaisir et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga parce que je suis un petit peu dans un mood romantaisie et c'est assez rare, donc je vais en profiter pour découvrir cette saga que beaucoup de gens aiment. J'ai pas trouvé grand chose pour le thème cuisine et nourriture, mais j'ai la cuisine des sorciers de Kamome Chiharama comme l'atelier des sorciers, donc c'est le même auteur et c'est vraiment le dérivé un petit peu plus cuisine, un petit peu plus léger à l'atelier des sorciers. Donc ça fait un moment que je voulais le découvrir, je ne l'ai pas en ma possession encore, mais du coup pourquoi pas. Et sur le thème de la famille, un autre manga que j'aimerais beaucoup découvrir, il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo. Donc voilà, je sais pas exactement encore de quoi ça parle, j'en ai juste entendu énormément de choses positives, mais Spy Family, famille, voilà, ça me paraissait adapté. Comme recommandation pour tout ce qui est famille, je peux vous parler d'un autre livre de Céline Chevet, La fille qui traça les nuages, parce qu'il y a toute une dimension d'histoire familiale et de transmission familiale qu'on comprend au fil du roman et donc ça s'inscrit pour moi parfaitement dans cette sous-catégorie. C'est un roman très onirique, très fantasmagorique, dont je peux pas vous dire beaucoup plus. C'est une plume qui est très belle, qui est très unique et qui participe totalement à ce côté étrange qu'on peut avoir. C'est vraiment une ambiance. La fille qui traça les nuages, en fait on le voit déjà dans le titre, c'est assez singulier et toute cette ambiance va se retrouver tout au long du texte et franchement c'est une découverte à faire que j'ai beaucoup aimée, donc n'hésitez pas. Et un classique, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, j'aime bien le remettre toujours ici pour le côté enfance. Je veux parler du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est absolument incroyable, peu importe l'âge auquel on le lit. Et je viens de me rendre compte que je m'étais trompée parce que j'ai pas mis la bonne taille de titre pour le dernier sous-partie. En fait, je l'ai mis comme un titre de menu et pas comme un titre de sous-partie. Donc ceci est vraiment la dernière sous-catégorie de ce menu. Et il s'agit de Chante-moi une chanson de Sassenach, avec pour thème mythes et légendes, voyage dans le temps et magie. Pour ça, j'ai pris donc surtout des réécritures de mythologie, c'est ce que j'aime beaucoup. Et en premier, j'ai pris Ariane de Jennifer Sainz, qui n'a pas été traduit, mais il s'agit d'une réinterprétation de Ariane, donc la princesse de la mythologie, dont j'ai entendu énormément de choses positives, plein de féminisme, plein de mythologie grecque. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir ce texte. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle aussi et que j'ai envie de le lire, donc il faut que je le fasse maintenant. Ensuite, j'ai choisi Porcelaine de Estelle Faye. Donc c'est un texte qui est assez unique a priori, avec toute une histoire de transmission de comédie, de conte, de raconter une histoire avec une histoire qui va s'étaler sur plusieurs centaines d'années et qui devient un petit peu presque du mythe. Pour moi, j'ai vraiment cette vision très légendaire, un petit peu très mythologique à cette histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans ce texte et d'ailleurs j'ai mis pas mal dans mes recommandations, vous le verrez, de choses qui ont cette ambiance mythologique, mythique de contes, mais qui n'en sont pas vraiment, dans le sens où c'est pas des contes traditionnels, ça va pas être des réécritures de contes même, parce que j'en lis assez peu finalement, mais ça va vraiment être des choses qui ont cette ambiance un petit peu. J'ai quelques réécritures de mythologie, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là.
Ensuite, pour la dimension magie, j'ai choisi de mettre A Deadly Education de Naomi Novik qui a été traduit aux éditions Pygmalion par Éducation meurtrière. Donc ça a l'air d'être une fantasy assez dark sur en gros une université de magie où en gros les gens ont le droit de plus ou moins s'entretuer. Bon, ça a l'air sympathique. J'aime beaucoup ce qu'a fait Naomi Novik auparavant, qui d'ailleurs pourrait aller totalement dans cette sous-catégorie parce que pareil, on a cette ambiance un petit peu mythe, un petit peu conte, toujours empreinte de beaucoup de magie. Et notamment, je peux vous parler de Uprooted de Naomi Novik, qui était très bien avec pas mal de dimensions de magie. Comme recommandation, je peux vous faire une de mes plus grandes recommandations de ce challenge et il s'agit de This is How You Lose the Time War, qui a été traduit sous le nom de Les Oiseaux du Temps aux éditions Mu, qui a été écrit par Amal El Motar et qui est une histoire de voyage dans le temps. Donc on va suivre une relation épistolaire plus ou moins entre deux entités, donc rouge et bleu, donc qui font partie de deux camps ennemis d'une guerre qui dure depuis des millénaires, avec des gens qui peuvent voyager dans le temps justement et qui vont un petit peu se courir après, c'est-à-dire qu'elles vont arriver là où l'autre a déjà agi et à chaque fois elles vont commencer à se laisser des notes destinées à l'autre. Quand une des deux va faire quelque chose à un endroit, l'autre va arriver juste après et elle va trouver la note que l'autre lui a laissée et on va suivre ça au fur et à mesure et on va suivre un petit peu comment elles apprennent à se connaître, comment elles apprennent à se découvrir par ce biais, par cette relation et comment leur relation va grandir et leurs sentiments vont grandir. J'ai adoré ce texte, c'est hyper singulier, j'ai jamais rien lu qui s'en approche et qui soit pareil, franchement vraiment découvrez-le, c'est un moment de lecture qui est absolument incroyable, il est hyper court, je pense qu'il doit faire même pas 200 pages, franchement ça se lit en une traite, je l'ai lu en 2 heures, vraiment lisez-le, découvrez ça, vous n'en sortirez que meilleur. Maintenant, je peux vous parler aussi de réécriture plus classique et notamment de réécriture de mythologie avec Le Chant d'Achille de Madeline Miller et Circé de la même autrice, donc qui sont des réinterprétations des contes de Circé et également de l'histoire de Achille et Patrocle pour Le Chant d'Achille, dont je pense vous avez entendu parler parce que c'est quelque chose qui est très connu, c'est une histoire absolument bouleversante qui est vraiment magnifique, que j'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous encourager à la découvrir si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque et histoire de la Grèce également. Et bien sûr, en 2022, comment parler de réinterprétation de mythes grecs sans parler de Lore Olympus, la BD de Rachel Smith, qui est une adaptation d'un webcomic qui est absolument magnifique, qui est une réinterprétation à l'ère numérique et actuelle du mythe de Hadès et Perséphone, donc avec la rencontre entre Perséphone et Hadès et leur histoire, comment ils vont petit à petit tomber amoureux l'un de l'autre. C'est hyper bien fait, les dessins sont incroyables, le jeu sur les couleurs est absolument splendide et ça passe hyper bien, les personnages sont ultra bien faits aussi je trouve. Mais voilà, c'est vraiment hyper bien, magnifique, lisez Lore Olympus. Et le dernier, un petit peu ambiance, conte, mythe, dont je voulais vous parler, c'est un roman qui m'a marqué sur l'année dernière et il s'agit de Piranesi de Susanna Clarke qui a été traduit sous le nom de Piranèse. Donc dans ce texte on va suivre le personnage de Piranèse du coup qui est un personnage assez singulier en fait, qui est dans un univers qu'on connaît pas trop et qui est dans un univers avec plein de salles et qui arpente les salles, qui découvre en fait toujours de nouvelles salles, de nouveaux endroits et qui a comme seule interaction une personne qui vient d'autre part et qui vient régulièrement le ou la voir. Et voilà, c'est les seules interactions qu'ils ont et on a toute cette analyse des salles, des statues, de l'architecture et tout ça. C'est vraiment une ambiance aussi, enfin, c'est ça qui est difficile à expliquer dans ce genre de texte, c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une histoire très singulière, très originale, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, si vous aimez les ambiances un peu bizarres, les choses assez uniques où on a cette impression de magie mais pas vraiment, voilà, je vous encourage à découvrir Piranèse parce que c'était vraiment une très bonne lecture et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et enfin le dernier menu, donc le 4e menu qui est un nouvel intitulé et il s'agit de Automne rayonnant.
Pour commencer, la sous-catégorie We're all born naked and the rest is drag. Donc pour ça, on va parler de LGBT+, amour de soi, diversité. Et pour moi, toute cette notion de diversité, c'est aussi la notion de discrimination. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai inclus des textes sur la discrimination et sur les gens différents en fait, et sur l'acceptation de la différence, parce que pour moi, ça va avec diversité et amour de soi. Pour le côté plus LGBT+, je me suis mis Autobiography de Christina Lauren qui a été traduit sous le même titre, donc qui est une histoire d'un adolescent qui va tomber amoureux d'un autre garçon, donc voilà, assez classique. Et j'ai également mis The Princess and the Fangirl de Ashley Poston qui est la suite de Geekerella. Et donc il s'agit de réécriture de contes à l'ère actuelle et avec une relation entre deux femmes. Donc voilà, ça va bien dans ce challenge et ça fait un moment que je dois le lire. Pour le côté plus acceptation de soi, acceptation de la différence, j'ai mis Féline de Stéphane Servant où en fait une partie de l'humanité s'est retrouvée transformée en animal et donc c'est toute la quête pour se faire accepter et pour se rebeller contre ceux qui vont les discriminer. Donc je trouve que ça colle bien là-dedans. Et enfin en graphique, j'ai mis le roman graphique Reconnaissance des témoignages donc de transidentité de Laurier the Fox qui est un Ulule auquel j'avais participé. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir et je ne l'ai pas encore lu, donc il faut vraiment que j'essaye de le lire. C'est vraiment un roman graphique pour comprendre un petit peu les personnes transgenres et pour mieux s'ouvrir à cette différence également. Comme recommandation pour tout ce qui est LGBT+, je vous recommande Carry On de Rainbow Rowell, donc qui est une histoire LGBT, je n'en dis pas beaucoup plus, il s'agit d'une histoire d'amour dans un univers un petit peu Harry Potter-like avec un Enemies to Lovers, voilà. Donc c'est très très bien, j'adore Carry On, c'est pas forcément l'endroit pour vous en parler plus parce que quand je commence à parler de Carry On, je ne m'arrête pas, mais j'adore ce texte. Et vraiment lisez-le si vous aimez tout ce qui est un petit peu ambiance Harry Potter, ambiance école de magie et tous les livres de Rainbow Rowell, vous aurez tout ce que vous aimez, tout ce que vous adorez, donc allez-y, foncez. Ensuite, je vais vous parler de Loveless de Alice Oseman qui est un livre sur la sexualité et c'est très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup et donc si vous souhaitez découvrir le sujet de la sexualité, je vous recommande vraiment beaucoup ce livre qui en parle très bien. Et comme manga, je vous recommande la quadrilogie Éclat d'âme de Yuki Kamatani, donc qui est l'histoire d'un adolescent au Japon qui découvre un petit peu et qui prend le temps d'accepter son homosexualité. Il y a également Le mari de mon frère qui est un manga complet en 4 tomes où suite au décès de son frère, un homme et sa fille vont voir arriver donc le mari de ce frère qui est décédé, donc qui était homosexuel et qui était parti du Japon pour aller au Canada et c'est là où il s'était marié. Et du coup on a tout ce discours et toute cette analyse de l'homosexualité au Japon, donc dans un pays où c'est vraiment pas accepté et c'est vraiment très difficile pour les Japonais d'accepter l'homosexualité et la différence, donc c'est très important d'en parler et c'est fait avec une douceur et une bienveillance qui sont assez incroyables. Il y a tout le personnage de la petite fille géniale qui est d'une innocence folle et c'est vraiment là où on voit que c'est les adultes qui mettent des barrières à la compréhension et que finalement les enfants il n'y a pas de problème, on lui dit ton oncle il était marié à un homme, oh bah trop bien, du coup tu es un petit peu mon oncle aussi, enfin voilà. Elle n'a aucun problème à s'habituer au fait que son oncle qui était décédé avait un mari et voilà, et c'est tout, c'est comme ça. Et donc on voit vraiment que le problème vient des adultes et de l'éducation qu'on fait aux enfants. Ensuite je parle de You Cannot Eat the Money, donc pour ça c'est les mots-clés écologie, post-apocalyptique, science-fiction. Je souhaite lire Station 11 de Emily St. John Mandel qui est devenu un des monuments de la post-apo et de la SF américaine et que j'ai honte de ne pas encore avoir lu parce que je l'ai dans ma palle depuis très longtemps, donc vraiment je veux le lire là, ce que je dis pour tous les livres de cette palle et je sais très bien que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais bon, celui-là vraiment j'ai envie de le lire. Et ensuite c'est beaucoup de livres que vous avez déjà vus pour le Cocorico Challenge. Donc on va parler évidemment de Les oubliés de la masse de Florian Soulas, donc qui est un livre de science-fiction, donc ça va parfaitement dans cette sous-catégorie. Pour le côté plus écologique, on va avoir Chouchara de Anselme Hochkorn et Emmanuel Chastelière. Donc on est sur un monde qui a vraiment été détruit
sur le plan écologique avec des événements météorologiques extrêmes, une sécheresse incroyable et un manque de ressources. Voilà, on est vraiment sur du côté écologique et un petit peu post-apo anticipation. Donc voilà, ça colle parfaitement dans ce thème. J'ai également un manga pour le côté plus science-fiction, il s'agit de Léviathan de Shiro Kuroi qui est un premier tome, il y a le deuxième tome qui vient juste de sortir, j'en ai entendu énormément de bien et je sais que c'est de la science-fiction donc voilà, pourquoi pas essayer. Qui dit science-fiction dit évidemment recommandation des livres de Becky Chambers. Évidemment, donc je peux vous parler de toutes ces séries. Donc il s'agit aussi bien de la série Les Voyageurs qui est en 4 tomes dont 3 ont été traduits, ou encore Un psaume pour les recyclés sauvages qui va sortir le 15 septembre chez La Talente qui est absolument magnifique, ou même son novella To Be Taught If Fortunate. Donc vraiment, Becky Chambers, ça va absolument parfaitement dans cette dimension. Un psaume pour le recyclé sauvage permet également de cocher la dimension écologique. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par du Becky Chambers, ce que je vous recommande vivement parce que c'est une autrice absolument incroyable que je découvre toujours avec plus d'émotion et plus de fascination. Et j'ai donc prévu une vidéo qui va sortir juste avant la parution de Un psaume pour les recyclés sauvages, donc normalement vers le 13 septembre, sur Becky Chambers, donc pour vous présenter qui elle est, toutes les raisons pour lesquelles vous devriez découvrir ses écrits, et un petit peu chacun des livres qu'elle a écrits. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, comme ça vous verrez la vidéo apparaître sur votre feed. Dans d'autres recommandations, on a pour le côté écologique Le Magnifique et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko qui est absolument incroyable sur un univers où tout est finalement un désert et où il y a très peu de plantes. Il y a toujours nécessité de matériaux et donc on a développé ce qu'on appelle les chasseurs d'arbres, donc des groupes de personnes, d'hommes, qui vont chasser les arbres et on va suivre une jeune fille qui veut prouver que même si elle est une fille, elle peut également aller chasser les arbres et on va avoir cette dimension d'apprentissage et de réalisation de ce qu'est un être vivant et ce qu'est une chose vivante et un arbre et toute la nature autour de nous, avec toute cette prise de conscience. Un texte d'une beauté absolue, d'une poésie dingue et qui est très court, qui se lit hyper vite, donc vraiment n'hésitez pas à le lire. En science-fiction, je veux parler également évidemment de la saga Phobos qui est d'ailleurs en train de paraître. Il y a le deuxième tome de la BD, donc de l'adaptation en BD. On va suivre un groupe de jeunes personnes qui vont se retrouver à aller coloniser Mars sous forme de télé-réalité où ils vont se rencontrer et devoir former des couples pour un petit peu recoloniser, repeupler Mars. Ensuite, en manga, on a le manga Gun de Yukito Kichiro qui est un manga de science-fiction qui est complet en 11 tomes. C'est un classique des mangas et des seinen. Et donc on a Alita qui est une espèce de cyborg et qui va vivre dans un monde terrible où elle va devoir apprendre à combattre pour s'élever un petit peu et sortir de la misère dans laquelle elle est. Et pour tout ce qui est graphique francophone, je peux évidemment parler de Mathieu Bablet avec Carbone et Silicium qui est absolument incroyable et qui est d'une beauté folle. Et donc je vous recommande absolument de lire avec tout un questionnement sur les robots, sur ce qui fait que nous on est humains et sur ce qu'implique l'humanité. Enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu et donc la dernière sous-catégorie de ce challenge, il s'agit du don d'énigmique et on va parler de bienveillance, amour, guide, d'aider les autres et de guérison. J'ai plutôt tourné cette sous-catégorie dans tout un sens de santé mentale et d'aller mieux avec soi-même. Et pour ça, j'ai choisi Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman qui n'a pas été traduit. Et il s'agit de Eleanor Oliphant qui est sujette à énormément d'anxiété et qui va devoir un petit peu apprendre à dépasser tout ça et à faire face à ses peurs. Un petit peu dans la même tonalité, mais en version middle grade, j'ai choisi également The List of Unspeakable Fears de J. Caspier Kramer, qui n'a également pas été traduit. Et en version francophone, je peux parler de Sauveur et Fils. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc le tome 4 pour moi. Je vous recommande évidemment dans cette sous-catégorie les 3 premiers tomes. On va suivre le personnage de Sauveur et de son fils, du coup, qui est un psychologue. Et en fait, son cabinet de psycho est collé à sa maison et son fils a un petit peu trouvé les moyens d'entendre certaines discussions avec ses patients et donc on voit vraiment des sujets difficiles mais vus par l'enfant et il ne comprend pas toujours les tenants et aboutissants des conversations, ce que ça veut dire, mais nous oui, et donc ça permet d'avoir un regard
bienveillant et plus doux sur certains sujets qui sont difficiles et qui sont toujours très bien traités par Marie-Aude Murail. Donc vraiment très intéressant si vous voulez découvrir plein de problématiques. Franchement, c'est vraiment hyper bien. Comme autre recommandation sur le plan de la santé mentale, je peux vous parler des autres livres de Marie Pavlenko. Il s'agit de Ainsi petit oiseau et Je suis ton soleil qui parlent tous deux de guérison sur le plan de la santé mentale et comment on va mieux avec nous-mêmes, et notamment dans le livre Ainsi petit oiseau où il s'agit d'une jeune femme qui a eu un accident de voiture et qui a été amputée d'un bras. Et donc elle doit apprendre à revivre et à s'aimer de nouveau avec ce bras en moins. Donc on parle vraiment de guérison et comment les relations humaines peuvent nous aider à guérir. Et également un des romans graphiques qui m'a le plus marqué, il s'agit de C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal et il s'agit d'un coup de cœur absolu. C'est un livre qui retrace le parcours de la dépression et qui montre vraiment ce que c'est la dépression quand on y est. Et c'est un livre qui nous touche, je pense, si en tout cas on a vécu ça, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes et je pense que c'est pareil, on comprend beaucoup mieux si on ne l'a pas vécu nous-mêmes, ce que ça peut vouloir dire. Je pense que pour lire ce livre, il faut avoir un minimum de recul sur le plan de la dépression et des difficultés psychologiques. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas mis derrière vous, si c'est quelque chose qui vous touche encore, je pense que c'est peut-être préférable d'attendre un petit peu avant de lire ce livre parce que c'était très difficile pour moi de le lire. Et franchement, voilà, c'est d'une beauté incroyable, c'est d'une justesse qui est incroyable aussi. Mais voilà, faites attention et je pense que c'est important de le lire une fois qu'on a mis les difficultés derrière nous. Bon voilà, cette vidéo est probablement beaucoup trop longue, c'est interminable. J'ai mis beaucoup trop de livres dans ce challenge, je n'en lirai que la moitié, mais j'espère vous avoir fait découvrir des titres et vous avoir donné des idées de choses à mettre dans votre propre Pumpkin Autumn Challenge. Et peut-être pour l'année prochaine également des titres que vous allez pouvoir garder de côté pour le prochain pack si votre pile à lire est déjà finie. Donc voilà, merci beaucoup d'être allé jusque là dans la vidéo. Il y a beaucoup de livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, dont j'ai déjà parlé auparavant, donc n'hésitez pas avec les petites fiches que j'ai mis à aller les voir. Je mets également tous les liens en description pour que vous puissiez un petit peu avoir de plus grands avis sur les livres dont j'ai déjà pu parler sur la chaîne. Évidemment, j'ai pas pu blablater pendant 100 ans sur chaque livre dont j'ai présenté, sinon cette vidéo allait durer 4 heures. C'est tous des livres soit que j'ai beaucoup envie de lire, soit que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas, s'il y a des livres que j'ai dans ma palle, à me dire si vous les avez aimés, si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire également si je vous en ai fait découvrir de nouveau et que j'ai agrandi un petit peu votre palle, ça me fera très plaisir. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.